Quand j'ai dit à mon père que j'avais une subvention du gouvernement pour écrire pendant 1 an, il m'a dit: «Trouve-toi une vraie job». Alors que pour moi, c'était un bijou. Je venais de trouver un trésor, puis on a malheureusement craché dessus. Ça, j'ai trouvé ça dommage que j'aie pas leur support. Le véritable salaire de l'écrivain, c'est de réussir à créer quelque chose, de créer un univers. Ça, c'est mon âme. C'est mon âme entre ces feuilles-là, entre ce manuscrit-là. Donc, c'est très important pour moi. Être le mouton noir ou alors être dans la masse? Être dans la masse, je crois que c'est s'effacer, ce serait ça le plus dangereux. Parce que le mouton noir, c'est quelqu'un qui va à contresens. D'où le fait que j'ai écrit Black Sheep. J'ai mis des gens qui vont à contresens de la société. C'est ceux qui dérangent un peu plus, mais c'est ceux souvent qui font bouger plus de choses. Elle lui en voulait d'avoir fait ça. Et d'avoir lu mon texte où j'exprime qu'il voit la vie en noir et blanc. Elle a pu lui pardonner en lisant ça. Pour moi, c'est un des textes les plus forts parce que il a changé une personne. J'ai pas besoin de changer tout le Québec. J'ai pas besoin de changer tout le monde. Si mon œuvre peut toucher une personne, ça fait de mon œuvre une œuvre qui existe. Ça, c'est le plus important. Moi, je m'exprime sur des sujets qui, encore une fois, ont tendance à être polémisés. Comme pour moi, le phénomène trans, ben, c'en est un psychologique et c'est de nature psychosociale. Je crois que c'est pas normal pour un enfant de vouloir devenir ça. Bienvenue sur Quatrième de couverture, je suis Jocelyne Sema. On dit que pour écrire, il faut lire, mais pour créer une fiction marquante, il faut avant tout comprendre l'être humain. Mon invité de cette semaine est un véritable artisan de l'empathie. Auteur indépendant, oui, il se donne pour mission de se glisser dans la peau de ses personnages, du vampire du café au dévoreur d'imagination, pour nous offrir des écrits plus vrais que nature. Je suis avec Jason Lapierre, l'auteur d'au moins 4 ouvrages percutants dont Black Sheep et l'encyclopédie des causes perdues. Bonjour, Jason. Bonjour. En fait, c'est pas 4, juste pour dire, c'est 2. Le dévoreur d'imaginaire et le vampire du café, c'est le même livre, sauf que je l'ai imprimé en noir et blanc pour le dévoreur d'imaginaire et j'ai changé de titre euh, pour atteindre un public plus large parce que la réception était pas celle que je voulais. Je voulais que les gens se penchent sur mon livre, qui lisent le 4e de couverture, le titre éponyme de l'émission, qui lisent le 4e de couverture puis qui se rendent compte que c'est pas un vampire comme les autres, qu'il fixe ses crocs dans l'imaginaire des gens. Donc, en voyant une mère au salon du livre dire: «Hey, regarde Benjamin, voici un livre de vampire», et Benjamin avait à peu près 13 ans. J'étais: «Non, c'est pas le livre que je veux que Benjamin lise, OK. malheureusement». C'est pas un livre pour tous. Je crois que ça s'adresse à un public quand même assez mature. Donc, j'ai changé le titre pour Dévoreur de l'imaginaire, Devorator Imaginationis. Donc, j'ai été quand même aller chercher une catégorie plus mature comme ça. C'est, je crois, tu l'as dit toi-même, je suis autodidacte, je m'auto-publie. Donc, ça fait partie, je crois, du chemin de l'apprentissage que de faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs, de pas attendre 2 ans pour se revirer. J'ai pu me revirer sur un dixième, comme on dit en bon québécois, Mmh. et changer le titre. Donc, ça, c'est pour un des 2 qui sont le même. Le Et même. Black Sheep serait un amalgame des textes que j'ai pondus toutes ces années qui répondent à la catégorie du mouton noir, à la thématique du mouton noir. Donc, c'est un peu de l'encyclopédie des causes perdues et un peu du dévoreur de l'imaginaire ensemble, traduit en anglais. J'ai OK, voulu essayer ça pour atteindre un autre public. D'ailleurs, j'ai parfait. fait de la publicité aux États-Unis, à New York. J'ai emprunté un peu l'art de Banksy pour mettre mon livre de l'avant. Je crois qu'il y a des publicités de ça sur mon site Facebook, les éditions Clair-Obscur. Donc, si jamais il y a des curieux qui veulent aller voir, allez-y. Parfait. Jason, je suis allée sur Amazon pour regarder la bio de toi. Je pense que c'est toi-même qui l'as écrite. C'est ça. Et dans cette bio-là, je sais pas si je dois te tutoyer ou te vouvoyer. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, tu peux me tutoyer. Parfait. Donc, dans cette bio-là, tu parles d'empathie comme auteur de ta plume. Puis je me disais, comment est-ce que toi tu fais donc psychologiquement, OK, si c'est vraiment le moteur de ta plume, comment est-ce que psychologiquement tu fais pour vivre, entre guillemets, le bonheur ou les tourments de tous tes personnages-là sans toi te perdre dans tout ça? Bonne question. Je te dirais, d'une part, j'ai tout d'abord appris à me connaître moi, à m'exprimer moi-même, à dénoter mes émotions,
à les décortiquer et à les décrire. Ensuite de ça, ben, c'est une base que l'on vit tous. On vit tous de l'amour, on vit tous de la rancune, on vit tous de la haine. J'ai été chercher ça chez mes personnages, dans un sens. Et ensuite, je dirais que c'est de la recherche. Je crois que tout bon écrivain qui écrit de la fiction va chercher ces informations. Donc, il y a une certaine étude. Euh, j'ai essayé de me pencher sur les parents, sur l'enfance, sur la maladie mentale. J'ai lu quelques textes psychologiques assez poussés. Je me plaisais à aller chercher dans les thèses de doctorat. Par exemple, j'ai lu plutôt une thèse de doctorat sur la violence en prison dans les domaines carcérales. C'était assez intéressant. J'ai commencé une œuvre là-dessus. Je l'ai mis un peu de côté. J'ai travaillé aussi, ou plutôt j'ai étudié la psychopathologie. C'est vraiment très, très, très intéressant et très approfondi comme science. Les mythomanes, c'est une sorte de psychopathologie. La nymphomanie, c'est une sorte de psychopathologie. C'est pas juste des serial killers. Mmh. Le body count est différent. Intéressant. Hem, la première fois qu'on a discuté, puis je t'ai demandé: «C'est quoi le premier livre que tu me conseilles de lire de toi?» Tu m'as dit l'Encyclopédie des Cosmos. Oui, parce que c'est mon dernier et je crois que c'est celui que j'ai le plus bûché. J'ai retravaillé récemment mes textes avec mon mentor Michel Gosselin, feu Michel Gosselin, qui est mort récemment, paix à son âme. C'est une série de textes plus obscurs que Le Vampire du Ouais. Café ou Le Dévoreur d'Imaginaire, mais je crois que c'est des textes que j'ai mis plus d'emphase sur justement l'empathie. J'ai plongé plus loin dans la plupart des personnages et ça en fait une œuvre un peu plus concrète ou significative pour moi. Mmh. Et pourquoi parce que je l'ai lu ce livre-là. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a conduit vers ces sujets-là? On parle de d'alerte Amber, on parle de pédophilie, on parle d'overdose, on parle de plein d'affaires là-dedans. Tu parles même de toi et de ta relation avec ta mère qui ne je sais pas si c'est à quel point c'est basé sur le réel, mettons, mais qui ne croit pas forcément à tes talents d'auteur, d'écrivain, et cetera. Explique-nous un peu le contexte de ce livre-là, de ce recueil de nouvelles. Tout d'abord, thématique des causes perdues, c'en est une que je crois être un filon infini, comme je le stipule à l'entrée et à la clôture de mon recueil. Et un livre parmi tant d'autres, je crois pouvoir prolonger l'œuvre jusqu'à volume 2, 3, 4, 5 facilement. Et j'aimerais ça joindre des auteurs en dessous de moi aussi. La question pour laquelle je vais puiser dans le côté sombre, c'est, je crois, le croquant de la psychologie, tout d'abord. On aime tous les pathologies plus que parler de la science du bonheur. Hum, Ça et aussi, ben, je suis naturellement empathique. Je suis quelqu'un qui se laisse toucher par les événements. Alerte Amber, au début, ça a fait un ricochet sur moi. J'ai vu ça aux nouvelles, puis je me suis dit, ah, tiens, un autre couple qui a pas survécu à la COVID. Tu sais, j'ai plus pris ça à la blague, puis finalement, c'est viré à un drame national. Et si j'ai parlé du phénomène Carpentier, si je peux me permettre de nommer ça comme ça, euh, c'est que je crois que c'est un événement qui est arrivé au Québec, qui a été chercher les Québécois dans leurs fibres sensibles. D'ailleurs, je lis les 36 cordes sensibles pour un de mes cours et euh, les enfants, la violence faite aux enfants est reconnue, je crois, comme étant une corde sensible au Québec. Et c'est venu chercher une vibe chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont déplacés pour la recherche. Et je crois que c'était l'alerte Amber la plus populaire. Mmh. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'immiscer au sein de cette recherche-là. J'ai envoyé un personnage chercher les deux filles dans le bois pour malheureusement tomber sur leur triste sort. Ouais. Euh, la pédophilie, ça, c'est une autre série de nouvelles. J'ai 2 nouvelles qui sont collées, qui démontrent à quel point les personnages et les personnes qui font ça, les victimes, tout ça, sont plongés dans l'inconnu. La mère et sa fille qui ne sait pas quoi lui répondre Exact. à ce que le père lui a fait subir, c'est le revers de la médaille. Et le père qui ne comprend pas ce qu'il a fait subir à sa fille non plus, c'est autre chose. Et j'ai voulu plonger dans leur psychologie pour comprendre cet événement-là, comprendre ce qui peut mener un père à faire ça. Si j'en ai parlé ça spécifiquement, c'est que c'est arrivé à une de mes voisines. Je me demandais pourquoi elle avait un comportement bizarre à mon égard.
heu, est venue maquiller, un moment donné, me voir, puis elle était en rapport de séduction, puis elle jouait à des jeux d'adultes avec moi dans le sens que de se maquiller pour aller séduire quelqu'un Oh, quand on tu parle as de 16 ans. mineurs, là. Oui, oui, elle avait 9 ans, puis j'ai approché sa mère pour lui dire: «Hey, ta fille, elle a un comportement bizarre, qu'est-ce qui s'est passé?» Tu sais, moi, j'ai voulu la protéger de tout ça, parce que je sais que peut-être un autre adulte en profiterait, puis j'ai voulu briser ça, j'ai voulu comprendre ça, mais j'ai aussi voulu informer. Puis, j'ai fait face à une mère qui comprend pas. Elle est comme: «Bah, va voir un psy, puis ça doit s'arranger comme ça». Non, non, il faut comprendre que si ton enfant a subi ça, puis qu'il voit un psychologue, il y a du travail à faire autour de la thérapie. Hem, je crois qu'il faut rebâtir le lien de confiance entre l'enfant, le père, l'enfant et l'adulte. Parce que si il voit, tous les adultes de la même façon, l'enfant va s'attendre à ce qu'il ait le même comportement. Comme, j'ai vu aussi, tu sais, tu dis: «Où est-ce que je prends mon empathie?» J'ai vu le documentaire, Voleurs d'enfance quand j'avais 13 ans, puis ça m'avait marqué et c'est Paul Arcand, je crois, ou Denis Arcand? Paul? Je l'ai pas vu. Monsieur Arcand, disons-le comme ça, qui disait, «Les enfants qui subissent ça croient que c'est normal. Mmh. Les enfants qui subissent de la violence à la maison pensent que tous les enfants subissent de la violence. Les enfants qui subissent des abus pensent que tous les enfants vivent des abus. Ils pensent que c'est normal. Il y a rien pour leur dire le contraire». Donc c'est ça qui concrétise un peu l'omerta, c'est qu'ils pensent que c'est normal, puis ils continuent à le vivre, puis ils en parlent pas. Fait en parler, ils se rendraient compte que c'est pas normal. Hem, bon là, je Le me perds un peu. couple, qui se drogue, Oui, qui c'est ça, fentanyl. oui. Ben, ça, en fait, j'ai voulu démontrer, la stupidité des personnages, si on peut dire. C'est des êtres téméraires, les junkies sont parfois informés du trouble, puis ils vont pareil. Donc il y a une certaine témérité, ils vont jouer dans les extrêmes. C'est un sujet quand même assez actuel aussi. J'ai voulu, dans toute mon œuvre, tracer le portrait du monde contemporain. Pour moi, nous vivons dans un monde clair-obscur. Nous vivons parfois dans un monde lumineux, parfois dans un monde obscur. La folie est omniprésente. Comme, si on va à Montréal, c'est une très belle ville, mais si on va plus près, si on va dans les ruelles, on trouve le sombre de la ville. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est quoi le son de la ville? La folie humaine, la pauvreté, la misère, hem, il faudrait beaucoup, 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 beaucoup d'intervenants pour toutes les gens qui sont délaissés, toutes les gens qui sont à la rue. Ça demanderait énormément d'attention et d'efforts pour subvenir à tous leurs besoins. Et le la nouvelle par rapport à je sais pas à quel point c'est autobiographique là, par rapport à l'écrivain ou l'artiste dont la mère ne croit pas forcément au talent ni au C'est résolu. Tout d'abord, elle a maintenant confiance en mon talent d'écriture. J'ai dégoté quelques contrats, j'ai été payé pour écrire pendant 1 an, mais ça a toujours été un certain sujet à polémique. Quand j'ai dit à mon père que j'avais une subvention du gouvernement pour écrire pendant 1 an, il m'a dit: «Trouve-toi une vraie job». Alors que pour moi, c'était un bijou. Je venais de trouver un trésor, puis on a malheureusement craché dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage que, j'aie pas leur support. Par contre, à vivre un peu toutes les remous de la vie d'écriture. Je comprends qu'ils voulaient me protéger un peu, sauf que je suis grand, je suis capable d'encaisser les coups, je suis capable de connaître la valeur de mon sacrifice. Ça, c'est juste eux qui se sont laissés aveugler par le fait qu'avant, j'avais, un bon salaire et tout, mais non, j'ai voulu laisser tomber le salaire pour l'épanouissement. Le véritable salaire de l'écrivain, c'est de réussir à créer quelque chose, de créer un univers. Depuis que j'ai publié mes livres, je parle aux gens avec une nouvelle voix. mmh, La voix de l'écrivain, la voix de l'auteur, la voix de l'artiste qui a bâti ou écrit un objet, mmh. qui a un objet à lui, un peu comme, Voldemort, il laisse ses armes un peu partout répandues dans le monde. Bon, ben ça, c'est mon âme. C'est mon âme entre ces feuilles-là, entre ce manuscrit-là. Donc c'est très important pour moi. Pour, ce qui a trait à l'incompréhension de ma mère, c'était dans les années 2015 à 2018, dans ces eaux-là.
Donc c'est résolu, comme je dis. Maintenant, elle comprend, même que je suis l'écrivain de la famille. Quand que quand quelqu'un trépasse, je fais l'éloge funèbre et ça vient toucher tout le monde. C'est mon apport à la famille. J'ai écrit aussi beaucoup de textes qui concernent la famille. Donc, tantôt, j'ai dit que j'immortalisais un peu la vie, la civilisation contemporaine. J'immortalise aussi un peu les drames de notre famille. Et pour un exemple, il y a le texte Pilule, Mmh. que c'est le texte de mon oncle. Et je l'ai remis à sa fille, à mon oncle. Et elle a dit, merci d'avoir écrit ça. Merci parce que j'ai compris son geste. Avant ça, elle était dans la haine, dans la colère, qui est une phase tout à fait normale du deuil. Elle lui en voulait d'avoir fait ça. Et d'avoir lu mon texte où j'exprime qu'il voit la vie en noir et blanc, ou ce qu'il voit pas, ou ce qui décrit plutôt ses souffrances. Mmh. Elle a pu lui pardonner en lisant ça. Pour moi, c'est un des textes les plus forts parce que il a changé une personne. J'ai pas besoin de changer tout le Québec. J'ai pas besoin de changer tout le monde. Si mon œuvre peut toucher une personne, ça fait de mon œuvre une œuvre qui existe. Ça, c'est le plus important. Donc Jason, est-ce que c'est pour ça que vous écrivez en général? C'est pour pouvoir changer la vie de quelqu'un, d'autres personnes? Hem, Peut-être pas changer, mais toucher les gens, les Mmh. faire comprendre. Moi, j'ai compris quelque chose en écrivant ce texte-là et peut-être que les gens peuvent comprendre aussi, une partie de leur vécu, se mettre en perspective par rapport à ce vécu-là. Hem, je crois que l'encyclopédie des causes perdues peut agir à titre de catharsis et les gens peuvent, voir que soit leur vie est pas si misérable que ça, soit qu'ils ont des liens en commun et qu'il y a un réajustement à faire. Je voulais juste dire, OK, on a parlé de quelques nouvelles dans le recueil, mais il y en a plein, franchement. Il y en a beaucoup qui m'ont touchée. Il y a surtout, je sais pas si je le dis bien, mais Oui. Igor, je sais pas comment on le dit très bien, celui qui a assisté à la mort de sa mère et qui, of course, jusqu'à la fin de sa vie est complètement changé. Puis il y a aussi cette histoire de, je pense, que c'est 24 décembre, c'était le titre, la fille qui a vécu de la violence conjugale et puis qui, à chaque 24 décembre, à chaque, bref, ça revient fort. Mmh. Hem, Tantôt, tu disais, comme beaucoup de monde, c'est peut-être plus facile d'écrire sur les drames, les traumatismes que sur le côté drôle, mais je pense que c'est pas tout le monde. Je pense que c'est particulier à toi. Du coup, je me demande pourquoi je sais que tu as dit que tu as essayé d'étudier pas mal sur la psychologie, comprendre un peu comment tout ce monde-là, d'où ça vient, pourquoi ils agissent comme ça et cetera, se mettre un peu à leur place pour essayer de comprendre. Mais je me demande pourquoi tu te sens si à l'aise dans ce alors, dans cette poutine-là, d'aller creuser dans les traumatismes, d'aller essayer de transcrire ça par écrit. Pourquoi? Je crois que ça remonte au cégep parce que avant cégep, secondaire 5, je voulais devenir humoriste. Donc on est vraiment à l'antipode, même si on dit des fois que l'humoriste est un clown triste. Exactement. Donc je crois que j'ai été chercher, quelque chose peut-être à l'intérieur de moi, un côté obscur, un peu plus solitaire, à travers tout ça. Sauf que comme je dis, le cégep, j'ai rencontré Freud en philosophie. C'est un être extrêmement intéressant, c'est de la théorie que j'ai adoré découvrir. L'influence du moi, du surmoi et du ça sur la psychologie humaine, j'ai vraiment trippé découvrir ça. J'ai été voir, Gustav Jung et la théorie des masques. Par ailleurs, le début de la nouvelle Monstre, Oui. le protagoniste enlève un masque. Ça vient de Jung, tu sais, j'ai vraiment j'ai été épuisé là-dedans pour donner des mécanismes profonds, hem, à mes personnages. Heu, Lorsque j'étais au cégep, un de mes amis a consommé du cannabis avec nous et a sombré dans la schizophrénie. Donc j'ai voulu comprendre un peu ce qui arrive. Ensuite de ça, j'ai côtoyé des gens au 8 à Montréal, à l'appartement 8. Si j'ai écrit un livre, là, ça va s'appeler Le 8 sur ce que j'ai vécu. C'est quoi Donc, l'appartement? c'était mon appartement. J'accueillais Simon et ses amis. J'avais un coloc qui changeait à tous les 6 7 mois et un jour, j'ai eu Igor près de moi. D'où le Mmh. fait que j'ai écrit cette nouvelle-là, c'est parce que, hem, j'ai rencontré
ces gens-là, j'ai passé du temps avec eux et j'ai pris leur noirceur. Puis je crois que ça l'a teinté mon encre en tant qu'écrivain. Le 24 décembre que tu me parles, c'est une fille que j'ai travaillé avec, elle était, en petite boule, dans la salle des employés, puis je lui ai demandé: «Pourquoi? Pourquoi t'es Mmh. comme ça?» Moi, j'ai toujours voulu être là pour aider les gens, comprendre, et elle m'a expliqué un peu, le filon de son traumatisme, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Et quelques années plus tard, je me suis dit: «Hey, ça, c'est un bon sujet pour écrire». J'ai écrit ça d'une traite et j'ai dit: «Tiens, c'est pour toi, j'espère que, hem, ça t'aide de lire ça d'une certaine façon». Là, je crois qu'elle est mieux, mais elle est plongée dans une autre cause perdue. Elle va être dans mon volume 3, c'est sûr et certain. Parce que là, elle m'a raconté un truc comme quoi, dans la famille de son chum, qui est peut-être son chum parce qu'il a fait de la prison récemment, il y aurait eu de l'inceste entre frères et sœurs. Mmh. Donc c'est infini et je suis plongé dedans, c'est pas, tu sais, c'est peut-être moi qui regarde à gauche plutôt que regarder à droite, qui regarde en bas plutôt que de regarder en haut, mais c'est je côtoie ça malgré moi. Quand j'étais à Sherbrooke, mon premier appartement, non, mon deuxième, parce que mon premier je l'ai passé avec mon cousin, qui va être un roman aussi, toute cette, épopée-là. Ça va s'intituler Des folies et des hommes. OK. Basé sur John Steinbeck, Des souris et des hommes. C'est Oui, pour je ça que je me sais. suis trompé. Basé, en fait, c'est calqué sur la réalité. On dirait que c'est la même chose que j'ai vécu à, 2 nuances près. Après avoir été, à ce niveau-là avec mon cousin qui m'a fait vivre un peu la noirceur humaine, l l'envers, de la recherche du travail, et cetera. J'ai croisé quelqu'un à mon deuxième appartement. Lui, c'est un lost boy. Je sais pas si tu connais le phénomène des lost boys dans les années 92, je crois? Non? Il y a eu, une invasion du Moyen-Orient vers le Congo. Il y a des musulmans qui auraient pris le Congo, heu, en otage, là, littéralement, je sais pas comment dire ça, et il y avait beaucoup, beaucoup de torture pour voler leurs ressources ou leur trésor, national. Il y avait supposément des mines d'or, puis ils torturaient les paysans pour savoir où étaient les mines d'or en question. Mon ancien voisin me décrit les formes de torture qu'il a vécues et il en est resté marqué à vie. Donc c'est malgré moi, je mets les pieds à quelque part, il y a un fou à 2 mètres. C'est pour ça, le titre aussi de mon roman Des folies et des hommes, c'est qu'on a toute une petite folie. Je Mmh. dis pas qu'on est tous dû d'être, attachés avec la camisole de force, en psychiatrie, mais je pense qu'on a tous un petit quelque chose. Tu sais, Et comme c'est j'ai quoi dit ta petite tantôt, folie, Jason? C'est quoi à toi ta petite folie? moi, je dirais que je souffre de douance. Je j'ai pas été dans la bonne maison, dans la bonne demeure pour épouser le fait que je sois surdoué, Mmh. et ça m'a mené vers, le underachievement, j'ai j'étais pas assez discipliné pour, bien utiliser tout mon intellect, toute la profondeur de mon intellect, et ça a mené vers, je le crois, c'est de l'autodiagnostic là, mmh, vers la douance. C'est mon pédiatre là, qui me dit que j'étais très mature pour mon âge, j'avais un intellect vraiment développé pour mon âge, et cetera. Il avait dit à mes parents de m'acheter un instrument de musique et de me faire, connaître la musique. Tout ça, ça pourrait discipliner puis m'accrocher à quelque chose qui m'aurait peut-être enseigné à travailler, à développer. Puis finalement, ben, ils m'ont donné un piano, mais juste le piano. Puis je pense qu'on sait tous que Mozart n'est pas devenu Mozart juste avec un piano. Il y avait son père derrière qui lui tapait ses doigts à chaque mauvaise note et qui a pris son enfant à très, très, très bas âge, entre 4 et 5 ans, puis qui a fait apprendre le piano dès ses premiers balbutiements. Donc ça prend un encadrement pour, bien façonner les grands intellects de ce monde. Donc tu disais oui, la relation, que tu avais avec tes parents était un tout petit peu tendue, on va dire, à l'époque lorsque tu as quitté ton travail, stable, alimentaire et tout, puis tu as décidé de te lancer. Ouais, Par contre, ça, j'ai pas quitté mon travail pour ça. OK, C'est juste que, j'ai fait une petite erreur à la SAQ, qui est un emploi quand même assez bien payé stable, ouais. pour être, caissier, pour parler vin. Hem, c'est en cherchant des jobs et en ne réussissant pas à en trouver que je me suis dit: «Bon, ben, j'ai le temps pour moi.
J'ai le temps pour écrire. Je me suis mis à écrire à travers, tous mes débouchés, toute ma débâcle et c'est en parlant de mon projet à Jeune Vol Carrefour Jeunesse Emploi, une intervenante qui m'a parlé, du programme Jeunes Volontaires. Moi, je lui ai dit: «Écoute, en ce moment, j'envoie des CV, je passe des entrevues et ça ne fonctionne pas. Mais j'ai mis du temps sur un projet de roman». D'ailleurs, Des Folies des hommes est à peu près à 26 000 mots d'écrits. J'étais vraiment sur une lancée. Donc je lui ai dit: «J'ai ce projet-là sur la table, puis moi, ça me fait vivre en attendant de trouver une job». Elle m'a dit: «Ben, on pourrait faire mieux que ça. Je pourrais te trouver une subvention avec le programme Jeunes Volontaires». Et Mmh. là, le programme volontaire m'a pris sous son aile à condition que je tasse mon projet de roman et que je bûche sur des nouvelles. Et OK. là, j'en veux un peu aux personnes de m'avoir forcé de faire ça. Parce que, en ce moment, j'aurais un roman. Et les maisons d'édition, ils veulent des romans. Ouais. Ils veulent pas des recueils de nouvelles. Ça se vend pas des recueils de nouvelles. Les gens achètent peu ou pas de recueils de nouvelles. D'ailleurs, achetez quand même mon livre, hein, si jamais vous voyez ça. Ça va m'encourager vers le roman. Et quand j'ai approché une maison d'édition, j'ai dit: «Ah, j'ai mes recueils de nouvelles et j'aimerais ça, bûcher sur mon roman». Ils m'ont dit: «Ah, on veut ton roman». Bon, OK, tout bas. Mais la raison pour laquelle, le programme Jeunes Volontaires a insisté, c'est que eux, premièrement, ils veulent, je crois, être capables de clôturer un projet, puis un roman, ça prend parfois plus qu'1 an. Ça peut prendre 1 à 2 ans à écrire, ça peut prendre 1 à 2 ans à corriger, 1 à 2 années à recevoir des réponses favorables des maisons d'édition. Donc, entre l'écriture et la publication, il peut se Ouais. passer beaucoup, beaucoup d'années. Donc, il y a ce facteur-là. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est que si j'essaie de publier un roman que j'ai passé 5 ans à écrire, corriger et tout, et que je suis refusé, la claque Ouais. vient de loin. Ça fait mal. Ça fait mal de se faire refuser rendu là. Et la nouvelle qui s'écrit en 1 semaine, 1 mois, qui se recorrige pendant que tu en écris d'autres, c'est moins impliquant. Émotionnellement, si on se fait refuser une nouvelle, c'est moins pire. Mmh. Et je dois dire que pour de vrai, chaque refus est un certain coup de poignard, mais c'est un coup de poignard constructif. Il vient avec un peu de béton on the side, là. Il faut bâtir de ses erreurs, il faut bâtir de ses échecs. Et je crois que c'est un peu ça qu'on m'a enseigné à travers le programme Jeune Volontaire, c'est bâtir de mes échecs, être capable de me planter, puis de me relever. Puis je l'ai Mmh. fait. J'ai essayé de publier, dans La Cavale, on m'a refusé, heu, pour, de bonnes raisons. Ils m'ont dit: «Ton texte est très bon, c'est bien écrit, ça a du style». Sauf que il y avait déjà 3 4 auteurs qui avaient publié sensiblement la même thématique, donc ils voulaient pas que la revue tende vers cette thématique particulière-là. Je parlais, je crois que c'était un texte sur le viol et tu parlais tantôt pourquoi je suis bercé vers ça. Ben, mmh, les médias véhiculent beaucoup de trucs Ouais. autour de la noirceur. Donc, je suis une éponge à cette obscurité-là. J'ai côtoyé ça, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça dans les médias, à la télé, tout ça. Le phénomène MeToo, c'est sûr que ça l'a engendré beaucoup, beaucoup d'inspiration et d'œuvres littéraires autour de ça. Ouais. Mmh. Mais là, je déroge un peu, programme Jeunes Volontaires. J'ai été subventionné pour, écrire avec Michel Gosselin, qui m'a appris les rudiments de l'écriture. C'est sûr, je suis passé du roman qui est supposé être ça d'épais à la petite nouvelle qui est 2 3 feuilles, 4 5 pages. C'était quand même un bon détour. Je suis le genre de gars qui apprécie les détours, qui apprécie leur valeur parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup à ses côtés. L'art de formuler, l'art de maîtriser notre texte, l'art de mettre, l'emphase sur les personnages. Hem, Comme à la fin du texte Égard, j'avais écrit, «Je suis content d'avoir une mère», mais il me Mmh. dit: «Non, non, non, c'est comme si tu voulais que ta mère, elle lise ça puis elle fasse: "Ah, tu un bon fils, merci Jason d'avoir fait ça pour moi", tu sais? Là, il dit: «Tu te fais plaisir à toi, mais tu fais pas plaisir au texte». Fait que tasse ça, tasse le fait que toi, tu sois content d'avoir une maman présente ou quelque chose comme ça, puis focus sur l'enfant qui a perdu sa mère. C'est ça la thématique. Puis je me suis tassé du texte, puis j'ai fait plaisir à mon texte en ce sens-là. J'ai appris des choses comme ça. Finir un paragraphe par le plus fort, adopter une croissance, hem, aussi être capable d'apporter quelque chose parce que en littérature, il y a beaucoup de lieux communs.
Un lieu commun, c'est quelque chose que le monde prenne pour acquis que ça existe, que c'est pas tellement original comme par exemple l'amour, les histoires d'amour, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mmh. Ça, c'est un lieu commun. Maintenant, si tu peux déroger de ce lieu commun-là pour apporter quelque chose d'original et d'authentique, c'est beaucoup plus de travail. Comme, j'ai écrit un texte, sur le viol qui s'intitule «Marguerite et le loup» et à la fin la marguerite s'enferme et perd sa fleur, en fait. Il me dit: «Mais ça, c'est un lieu commun». Ah, OK. Je pensais déjà avoir été original avec mon traitement, de transformer ça en fable. Il me dit: «C'est Mmh. pas suffisant». Fait que là, j'ai dû trouver, un autre concept ou une autre finale pour approfondir ça, pour amener quelque chose de plus à la littérature. OK. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un programme, pour jeunes volontaires, par exemple. Oui, Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur, I don't know, c'est quoi les conditions d'acceptation, comment ça fonctionne? c'est entre 18 et 31 ans, je crois. OK. Avoir un projet d'entrepreneuriat général. Et avoir un plan de match et essayer de foncer. Donc ça peut être, monter une pièce de théâtre, monter un album de musique. Je connais quelqu'un qui, je crois, a lancé une boutique de linge Mmh, pour, musulmans ou quelque chose comme ça. Donc ça touche un peu à tout. Le but, c'est, de développer l'entrepreneuriat mmh, et d'accompagner les jeunes dans un projet qui les définit. C'est souvent des jeunes qui ont de la misère à se trouver une place sur le marché du travail. Il y a des subventions, il y a un salaire avec ça. Comme par exemple, moi, j'avais un petit budget que je pouvais dépenser sur des ateliers de littérature, sur des équipements pour mieux écrire. Par contre, j'avais pas le droit de payer mon mentor. Mon mentor faisait ça 100% wow, gratos, pro bono. Ouais, c'est vraiment gros parce que quand on sait qu'un correcteur ouais, peut charger entre 20 et 40 $ de l'heure, qu'un manuscrit, c'est des milliers de dollars à corriger. Il a fait mmh. ça gratuitement, c'est wow. D'ailleurs, les dernières fois que je l'ai vu, ça m'a coûté plus cher. Alright, on a Donc, si jamais il y a des jeunes ou quelqu'un connaît un jeune entrepreneur, il peut, consulter son, Carrefour Jeunesse Emploi. Si le programme est encore disponible, je dirais que c'est un must, là. C'est vraiment bien pour les artistes aussi. C'est le fun de pouvoir se consacrer, à notre œuvre. Comme par exemple, je vais citer André Brochu, qui est un poète, contemporain, qui a dit: «Écrire quand on est dans la vie jusqu'au cou, c'est ouais, difficile. C'est pas juste d'avoir un vendredi de libre, c'est pas juste d'avoir son week-end». Parce que non, c'est pas ça, écrire. Il faut de l'espace. ouais, Tu sais, j'ai été sur le marché du travail, puis quand après mon programme jeune volontaire, je demandais des 25 heures à peu près, pour avoir l'espace pour écrire. Mais encore là, si il y avait un moment donné, quelqu'un qui m'avait dit: «Ben, je vais te donner, sur 7 jours, je vais te donner 6 jours à 4 heures». Ben non, mais là, si je travaille tous les jours, j'ai plus l'espace pour écrire, là. Moi, je veux que tu me donnes 12-12-12. Tiens, va être correct. Ou 12-12. Fais-moi travailler 2 12 heures, puis après ça, je vais avoir tout le temps pour m'ennuyer, regarder dans le vide, m'inspirer, me laisser toucher, me laisser happer par les choses environnantes. Je parlais de ça avec un professeur, à l'université qui est en rédaction, Valérie Descoteaux, qui est vraiment géniale. Hem, Elle me disait: «C'est pas parce que j'ai un week-end, free ou, une journée, maladie comme ça qui tombe, que je peux écrire». Puis c'est exactement ça. Si on a un week-end, ben, samedi, dimanche qu'on travaille pas, puis qu'on travaille les 5 autres jours, ça veut pas dire qu'on peut vraiment se pencher sur le papier pendant ces 2 jours-là non-stop. mmh, Souvent, ben, c'est cette journée-là qu'on fait le lavage. C'est cette journée-là qu'on fait plein de bouffe, qu'on se prépare pour la semaine, qu'on relaxe un peu, faut se détendre, de mettre le cerveau à off, des fois, ça fait du bien ou juste respirer. Donc, c'est ça qui est dur, avec, l'écriture, c'est de conjuguer avoir et être. ouais. Avoir job et être écrivain, avoir de l'argent et être écrivain. Ça, c'est difficile de conjuguer ces 2-là. Ultimement, ce serait ça ton but? Pouvoir vivre uniquement de J'aimerais ça vivre de ma plume, oui. mmh, En fait, j'aimerais ça vivre de ma créativité. Je veux pas simplement me cloîtrer dans l'écriture. Je suis photographe amateur aussi, j'aimerais ça exposer. J'ai approché, la ville de Sherbrooke pour exposer d'ailleurs. Hem, j'ai, des études en communication, donc j'aimerais peut-être ça que ma créativité
soit plus lucrative avec la publicité. Mmh. J'adore le monde de la publicité, de la communication, l'art de créer des stratégies, des visuels punchés, des rédactions plus farfelues, plus soutenues. C'est utiliser ma créativité. Je veux vivre de ma créativité. Je veux tout faire sauf placer des cannes au supermarché, s'il vous plaît. OK, on a parlé beaucoup de l'encyclopédie des causes perdues. Est-ce que tu veux nous dire un peu, c'était quoi ton cheminement d'écriture pour le vampire au café slash, parce que tu me l'as dit Dévorateur. tantôt. Exact, le dévoreur d'imagination. Encore une fois, je me suis laissé inspirer par mon environnement. Il y a plusieurs textes, je crois, qui sont proches de moi. Si je peux dire, l'Encyclopédie des causes perdues, il y a un ou deux textes trois textes où je peux dire que je suis à l'épicentre de ces textes-là. Dans Le Vampire de Café, il y a un peu plus d'histoires qui sont vraiment proches de moi. Comme Hemingway dit, il faut commencer par soi et ensuite se pencher sur les autres. Euh, je parle de la page blanche dans une satire. Je parle de tellement de choses dans ce livre-là, en fait. Faudrait quasiment que je l'aie sous la main, mais j'ai pas de copie auprès de moi. Ah, encore là, c'est l'empathie, c'est l'émotion. Mon mentor, Michel, il m'a toujours dit que c'était ma force. Mmh. L'émotion, d'aller chercher euh, des sensations fortes, d'aller connecter avec l'humain. D'ailleurs, je vais essayer ça aussi pour les textes que je travaille présentement. Euh, j'ai vécu un grand deuil. Ça va se retrouver dans l'Encyclopédie des causes perdues, volume 2. Je vais pas dans l'émotion facile. Non, effectivement. D'ailleurs, j'ai relu L'écrivain en pyjama pour mon cours et Dany Laferrière dit un bon livre, c'est pas un livre que l'on dévore. Un bon livre, c'est un livre qui impose son rythme de lecture. Et désolé de reparler de l'Encyclopédie des causes perdues. C'est écrit, je crois, en cette fonction-là, de dire que tu es obligé de déposer le livre Mmh, parfois pour penser à ce que tu veux lire. Tu vas pas juste dire, OK, je vais clencher une autre nouvelle, je vais clencher un autre récit, je vais lire vite. Je crois que il y a des textes qui t'obligent vraiment à fermer le livre, à penser à ce que tu viens de lire et à le vivre, à l'absorber, en fait. mmh. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si Oui, il fait que tu déposes le livre parfois. oui, effectivement, ouais. 2 ou 3 fois, effectivement. Le vampire du café slash dévorateur magicieniste, lui, j'ai voulu que ce soit un page turner. Lui, j'ai voulu que les gens le dévorent. D'où le titre dévoreur aussi. Je veux qu'il soit dévoré. J'ai mis des textes qui sont un peu plus ludiques. J'ai parlé que j'étais pas vraiment dans le bonheur, mais il y a une nouvelle que le sentiment que j'ai voulu fixer sur ces pages-là, c'était le bonheur. Il y en a un autre, c'est l'espoir. J'ai travaillé sur vraiment du court et punché. Et aussi, j'ai voulu créer une œuvre que j'avais pas vraiment vu sur les tablettes. J'ai mélangé poèmes, récits et nouvelles. Mmh, Donc, ça crée un amalgame de textes que le rythme est effréné. Des fois, tu lis une petite demi-page, puis là, tu dis, ah, ben, je peux en prendre une autre. Puis là, tu lis un 3 pages, puis là, ah, c'était court, 3 pages. Ah, l'autre, c'est juste une page. Ah, ben, il me reste plus rien à lire. C'est un peu ça que je veux comme phénomène de lecture avec ça. J'aimerais ça que les gens le dévorent, qui passent au travers, qui se laissent aller par un rythme vraiment cadencé. Et même la nouvelle La Fièvre, dont je parle de la page blanche, ben, qui est beaucoup plus soutenue, ben, ils vont le dévorer parce qu'ils ont dévoré les autres nouvelles avant et que le style de lecture, j'essaie de créer un bel équilibre des blancs et c'est voulu plus ludique, c'est voulu plus effréné. Bref, si tu as aimé l'Encyclopédie des causes perdues, ce serait une pause pour toi et ça pourrait t'amener un autre côté de ma plume. Jason, OK, tu as fait des études, tu as dit en communication slash marketing. Alors, Oui. est-ce que tu as un pitch de vente, mettons, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent? Un petit mot, une petite phrase punchy pour les convaincre de te lire? Eh bien, en fait, si vous voulez lire une œuvre riche en émotions, qui vous agrippe au point de vous donner le moton, lisez-moi. C'est beau ça. Alright, donc sur couverture, on a un volet, oui, ben, un peu plus sérieux, où on parle de l'auteur, son processus d'écriture, de ses œuvres et cetera. Puis il y a une petite phase un peu plus ludique, on fait un petit jeu et ce jeu, je Ben l'adapte oui, vraiment à je l'adapte à l'auteur que je reçois. Donc pour toi, j'ai concocté un petit jeu qui s'appelle
l'analyse psychologique express. Alors, le but, c'est d'utiliser toutes tes connaissances de psychologie que tu allais chercher un peu partout, puis tes connaissances en marketing, en punch, pour analyser rapidement des situations. Donc, je vais te donner 2 choix, puis selon toi, tu vas me dire, OK, tu seras comme notre psychologue de la plume, entre guillemets. Donc, je vais te donner 2 choix, 2 concepts, et puis tu vas me dire, tu vas explorer un peu tout ça. Tu vas me dire lequel est le plus dangereux pour l'humain et nous expliquer pourquoi, là, rapidement. T'as pas besoin je sais que c'est vraiment de fly on the spot, t'as pas besoin d'aller en profondeur dans l'explication du pourquoi. J'aurais 4 séries de choix. Est-ce que tu es prêt? Donc, lequel est le plus dangereux? Lequel est le plus dangereux pour l'humain et pourquoi? All right, let's start with le premier. Choix numéro 1, un couteau. Choix numéro 2, une pilule. Ben, je me suis coupé les doigts récemment en cuisinant, fait que le couteau, c'est vraiment dangereux. Mais je crois que tous les deux peuvent amener quelque chose à l'homme. On peut cuisiner avec le couteau. On peut ouvrir son paquet avec un couteau, comme on peut ouvrir son mari qui nous a trompés aussi. On peut l'égorger. C'est, encore une fois, un outil à double tranchant. La pilule, même chose. C'est parfois bon de pouvoir calmer quelqu'un avec la pilule. C'est quand même bien pour certains traitements. Comme par exemple, à un moment donné, il y a un de mes proches qui disait prendre tel ou tel amalgame de pilules. Puis je disais, peut-être que tu pourrais l'enlever ou peut-être enlever ça ou prendre un peu moins de ça. Puis il a dit non parce que son psychiatre dit « Ah, je t'ai enfin calmé, on peut commencer à travailler avec toi. » Donc, il y a une raison d'être de ces traitements-là que des fois, vu de l'extérieur, on juge puis on dit « Ah, c'est pas bon. » Donc, je dirais, c'est encore touché parce que, mettons, la pilule peut endormir ou être une illusion de bien-être et plonger les gens dans un sentiment qu'ils n'ont pas. Dans mon roman Des folies et des hommes, à un moment donné, je vais chercher de l'aide pour pouvoir me sortir de cette impasse-là. Moi, je vivais de la violence avec mon coloc qui était mon cousin. Puis, ce qu'on m'a proposé comme aide, c'est de prendre une pilule. Mais la pilule aurait juste fait qu'il aurait pu me piler dessus comme sur un tapis, puis ça m'aurait pas dérangé. J'aurais été une vache hindoue, puis non, c'est pas ça le but. C'est des fois la qualité de nos émotions. Si on ressent une certaine agressivité, de la peine, puis tout ça, c'est parce qu'on est dans une mauvaise situation. Si on est dans une mauvaise situation, puis qu'on fait juste la résorber en prenant une pilule, on règle pas la situation. Donc la pilule, je crois qu'elle est nocive à ce point-là. J'ai un terme qui me vient en tête, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. C'est comme de vivre dans what? Ça va me revenir après l'entrevue, c'est ça. Mais on endort notre volonté de puissance à travers les pilules, puis c'est pas bon. Ouais, je pense que la pilule est plus dangereuse. Parfait. Et je pense que je suis d'accord avec toi. La pilule est plus dangereuse. Si j'étais en face de quelqu'un qui je sais qui me veut du mal, puis il a soit un couteau, soit une pilule pour me faire du mal, je préférerais qu'il ait un couteau. En tout cas, c'est juste moi. Deuxième. Imagine aussi si tu veux du mal puis il glisse des pilules dans ton verre de jus d'orange, c'est encore plus hypocrite. Puis là, il tue à petit feu. Exact. Alors, deuxième série de choix, mon cher Jason. Soit avoir une imagination sans filtre, ou alors ne pas avoir d'imagination du tout. J'ai déjà une imagination sans filtre. Je crois que l'Encyclopédie des causes perdues en est une preuve. Je plonge dans des univers qui me sont totalement étrangers au début. Et ça peut être dangereux. Je crois que le plus dangereux, c'est de ne pas avoir de filtre. Et je sais très bien que je verse dans la polémique, que je suis... C'est pas subversif que je voulais trouver, mais disons subversif. Je vais chercher les gens, je vais chercher une certaine violence de la part de certains lecteurs. Ça peut déranger, ça peut être mal interprété, parce que sans filtre, ça le dit, on dit n'importe quoi. Puis après ça, les gens autour te remettent tout sous la gueule, d'en face. Pas avoir d'imagination. Donc, pas avoir d'imagination, à la limite, tu peux peut-être être heureux comme ça. Tu peux pas être écrivain et tout ça, puis si t'as pas d'imagination, mais t'es juste comptable ou quelque chose comme ça, puis tu te contentes de remplir des cases. Tu peux vivre heureux pareil sans imagination, puis je pense pas que ce soit dangereux.
alors que la liberté d'expression aussi est dangereux. Exprimer, je pense que ça a pendu plus de personnes sur la place publique que de ne pas s'exprimer. Je suis de ceux qu'on a souvent dit hey, puis moi, je dis non, je parle plus fort. Je peux pas me taire. J'aime ça déranger, j'aime ça dire tout haut ce que les autres pensent. Donc, j'épouse le danger. Je suis un casse-cou de l'écriture, je l'avoue. Je vais dans des zones sombres et ouais, définitivement, c'est le plus dangereux, c'est de pas avoir des filtres. D'ailleurs, je voulais faire un numéro contemporain sur Patrick Huard qui disait « Femme, ta gueule ». Parce que de nos jours, moi, je m'exprime sur des sujets qui, encore une fois, ont tendance à être polémisés. Comme pour moi, le phénomène trans, ben, c'en est un psychologique et c'est de nature psychosociale. Je crois que c'est pas normal pour un enfant de vouloir devenir ça. Il y a des exceptions qui vont confirmer la règle. Par exemple, il y a du monde qui sont nés avec des garçons qui ont moins de testostérone, qui produisent moins, qui ont un débalancement hormonal. Là, je peux peut-être comprendre l'effet d'aller vers ce genre de solution-là. Il y a des gens qui naissent hermaphrodites puis on les fait décider d'un sexe ou l'autre. Tout ça, tu sais, ça peut être le côté humain. Mais que ce soit aussi populaire, qu'il y ait autant d'opérations qui se fassent. Il y a quelque chose autour qui est un phénomène psychosocial qui est dû à une mauvaise éducation à la maison. Sans dire que les parents sont mauvais, là, c'est pas ça. C'est peut-être de dire qu'ils n'ont pas épousé leur rôle. Moi, je pense que d'un point de vue biologique ou psychobiologique, il y a des parents qui ont oublié d'être des amants devant leurs enfants. Je parlais de Freud, de mon amour pour Freud, et le complexe d'Oedipe, ça se crée et ça se résorbe dans l'amour de l'autre sexe, mais aussi dans la compétition. Et de nos jours, si tu es tout seul avec ta mère et qu'il n'y a pas de compétition, ben, je pense que ça fuck un peu la fixation de la libido, la fixation de la personnalité de genre. Et il peut y avoir des balancements à ce niveau-là. Si les deux parents travaillent 40 heures semaine, qui sont jamais ensemble, ben quand est-ce qu'ils vont reproduire le schéma des amoureux? Comment ils vont reproduire l'amant et l'amante, les personnes amoureuses, que le père est supposé te faire obstacle pour avoir ta mère ou quelque chose comme ça? Je pense que y a de quoi qui s'efface et je ferai un parallèle avec la littérature. On s'en va de plus en plus vers le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On est des enfants qui poussent dans des arbres. On est un peu éloigné de la famille. On devient un peu dans une dynamique artificielle avec la parenté. Et c'est nocif pour l'humanité en tant que telle. Intéressant. Donc, encore une fois, il y a peut-être du monde qui vont vouloir me pendre sur la place publique pour avoir ouvert ma gueule là-dessus. Donc, encore une fois, la liberté d'expression, le fait de ne pas avoir de filtre est plus dangereux que de ne pas avoir d'imagination. OK. Troisième choix. Être le mouton noir ou alors être dans la masse? Être dans la masse, je crois que c'est s'effacer, ce serait ça le plus dangereux. Parce que le mouton noir, c'est quelqu'un qui va à contresens. D'où le fait que j'ai écrit Black Sheep. J'ai mis des gens qui vont à contresens de la société. C'est ceux qui dérangent un peu plus, mais c'est ceux souvent qui font bouger plus de choses. C'est ceux qui t'amènent un grain de doute dans ton raisonnement et qui stoppent ton engrenage. Ou qui te mettent à te faire penser. Adorno dit que la raison vient par source de contradiction. On a tous besoin d'un mouton noir pour qu'on se mette à réfléchir. Sinon, on est dans un automatisme. On fait exactement comme les autres. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Je suis un mouton noir, d'ailleurs. Je suis un mouton noir, puis ça m'a permis d'être en orbite autour des gens et de voir leur mécanisme, de voir comment ils agissent, de dénoter leur comportement, de comprendre pas leur psychologie, mais de comprendre leur vision. Pour revenir à tantôt qu'il manque un peu d'imagination. Comme par exemple, ma mère me dit « Il faut que tu travailles. Il faut absolument que tu travailles. » La question que j'ai posée, c'est « Pourquoi? » J'ai de quoi me payer le pain, j'ai de quoi me payer un toit, j'ai de quoi fournir pour mes besoins.
quoi je dois travailler. Et la réponse était que elle voulait être fière de moi, en fait. Mhm. Ça c'est un peu le débat de l'écrivain et tout, qui était pas capable d'être fière de mes textes parce qu'elle aime pas lire. C'était pas dans ses valeurs. Donc, peut-être le mouton noir permet de voir que les autres n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, sans dire les bonnes valeurs, c'est les mêmes valeurs. Et ce serait de mettre en perspective et en relation toutes ces valeurs-là, toutes ces dynamiques-là de travail, d'effort, euh, et d'entamer un débat, en fait. Donc, le mouton noir vit une vie dangereuse, mais le plus dangereux, c'est d'être effacé par la masse. C'est ma final answer. Le choix final, euh, le démon ou le monstre? C'est drôle parce que j'ai écouté un film d'exorcisme en fin de semaine, fait que je dirais le démon est quelque chose que tu peux exorciser, alors que le monstre, c'est quelque chose que tu es. Exact. Extérieur versus À intérieur. ce niveau-là, ouais, le monstre est pire que le démon. On peut toujours arriver à combattre ces démons, mais quand on est un monstre, c'est un changement plus radical qu'on doit faire. J'ai écrit un texte intitulé Le monstre. Et s'il y avait une suite à ce texte-là, je ne sais pas s'il serait capable de redevenir humain. Ce serait probablement le travail du psy qui est avec lui, d'essayer de trouver l'humain, d'essayer de le faire ressurgir à la surface. Mais la question, c'est est-ce qu'il pourrait y arriver? Est-ce que le monstre est inné? Je ne crois pas. Ça, je vais être Rousseau. Avec Rousseau, je veux dire que l'humain est fondamentalement bon. On va essayer d'y donner une lueur d'espoir à ce monstre. Mais merci beaucoup Jason. Est-ce que tu auras un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Hum, Ou est-ce que tu voudrais explorer un je volet dirais que, ben, à ceux qui nous regardent, oui, en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'écrivains qui te suivent. Je dirais ceux qui ont une plume sombre et qui veulent s'impliquer dans un projet collectif. J'aimerais écrire tout seul l'Encyclopédie des causes perdues, volume 2, mais j'aimerais transformer mon œuvre en collectif pour le volume 3. Donc, lisez mon premier tome, le volume 1. Il y a une petite intro qui peut vous inspirer. Lisez-le d'ailleurs pour vous inspirer peut-être aussi. Euh, je cherche des gens avec qui partager ce projet-là. Si je transforme ça en encyclopédie, c'est dans le but de faire la monographie des causes perdues, ce qui est en soi une cause perdue. C'est impossible de faire le tour de cette étude-là. Impossible. C'est une source d'inspiration intarissable. Donc, même si c'est intéressant, j'aimerais avoir l'opinion des autres afin d'être le plus exhaustif possible. Je peux pas moi-même sortir de ma boîte. J'écris déjà, j'ai un style, j'ai des thématiques propres, mais j'aimerais ça voir la thématique des autres, voir le vécu des autres. Je vais écrire le deuxième et le troisième, j'aimerais ça l'écrire avec d'autres personnes. J'aimerais ça, je vais avoir le temps, peut-être approcher des écrivains un peu plus connus. Ce serait vraiment, vraiment, c'est un fantasme de littérature, on s'entend. J'aimerais ça approcher peut-être David Gaudreau, Dany Laferrière, dont j'ai eu le plaisir de discuter avec lui dans un salon de littérature. Dany Laferrière n'a pas vraiment une plume sombre, d'ailleurs. Si je me trompe pas, ce qu'il écrit parle de l'humain, un peu sexuel, pas sensuel. C'est bien écrit, mais j'aimerais ça sortir de sa zone de confort avec un texte, un apport à mon œuvre. Ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. Peut-être Patrick Sénécal, lui qui est super doué dans l'obscurité, mais il pourrait très bien faire la différence entre démon et monstre. Donc voilà, je pense que ça, c'est le mot de la fin. C'est si vous voulez euh, participer à un projet qui est plus grand que nature, euh, les éditions Clair-Obscur ou Jason Lapierre sur Facebook, vous pouvez m'ajouter. Et aussi, j'ai créé tous mes textes en fonction de connecter avec l'autre. Donc, si vous voulez me parler de ce que vous avez lu, si vous m'avez lu, que vous avez aimé une nouvelle, qu'elle vous dérange, que vous voulez m'en parler, moi, ça me fait plaisir de prendre du temps pour vous répondre dans mes temps libres, parce qu'en ce moment, je suis dans une session d'examen. Mais voilà, je suis là pour connecter avec les gens sur divers volets. J'aimerais ça qu'on me lise, j'aimerais ça qu'on écrive ensemble. J'ai aussi des talents pour corriger les textes, donc si jamais on fait un collectif ensemble,
Hem, je suis là pour corriger, amener l'œuvre à un autre niveau. Ce serait vraiment, vraiment intéressant de travailler avec plein de monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous recommande fortement, l'Encyclopédie des causes perdues. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, format Kindle, vraiment pas cher et ça se lit très, très bien. Vraiment belle plume. Merci Jason. Ah ben, merci beaucoup.